Bonjour chers amis de Papa 35. Eh bien, nous sommes ici au salon Rétropassion à Rennes. Et nous sommes devant un véhicule que beaucoup de gens connaissent. Et ce véhicule, c'est le Peugeot D4. Alors il faut savoir qu'il a toute une histoire ce véhicule, parce qu'après la guerre, Chenard et Walker, alors Chenard et Walker, pour ceux qui s'intéressent, ils ont été les premiers vainqueurs des 24 heures du Mans en 1923. Et après la guerre, Chenard et Walker va produire un petit fourgon grâce au carrossier Chausson. Ça va être un monocoque. Ça va être ce fourgon-ci. Alors le fourgon Chenard et Walker au départ, c'est un bicylindre 2 temps qui va être produit à partir de 1946. Ensuite, ce petit moteur 2 cylindres à plat va être remplacé par un moteur Peugeot 202 et ensuite un Peugeot 203. À partir du Peugeot 203, on va mettre ce petit nez de cochon parce que le 203 est beaucoup plus long que le 202. Et ensuite, au début des années 50, Peugeot va prendre la main sur Chenard et Walker et ça va devenir les fourgons D3 avec le moteur de la 203 et les moteurs 403, ça sera le D4. Et jusqu'au milieu des années 66, ce fourgon va perdurer. Il sera remplacé ensuite à partir de 1967 par le J7 qui va remplacer ce petit fourgon. Voilà, ce fourgon a toute une histoire. On a un exemplaire ici qui est très très beau, en très très bel état comme vous pouvez le voir. Il y a même une maquette qui est exposée un peu plus loin. Et voilà, le fameux D3 pour le moteur 203, comme la voiture que vous pouvez voir d'ailleurs à côté. Et ensuite il passera à D4 avec le moteur de la 403. Voilà, on a été, je pense, assez précis. Et on se retrouve pour d'autres petites vidéos, chers amis. Eh bien, chers amis de Papa 35, regardez cette voiture, elle est mythique. Colombo, vous vous rappelez tous de cette fameuse série Colombo. Eh bien, regardez, on a un exemplaire, on a presque la bonne couleur. Un Colombo qui a fait plusieurs saisons avec cette voiture. Pourtant qui était rare à l'époque aux USA. Ils avaient réussi à trouver le 403 parce qu'on voulait une voiture un peu délurée à l'époque pour faire la série, comme le personnage qui est un peu déluré avec son imperméable, les cheveux mal coiffés. Ben regardez, on a une 403 ici. Il faut savoir que la 403, le modèle 403, il a été présenté par Peugeot en 1956. Et bien sûr, il y a eu des dérivés tout de suite. On a eu le cabriolet, on a eu la version commerciale, break. On ne disait pas break à l'époque, on disait commercial. Et la version aujourd'hui la plus recherchée, c'est celle-ci, la 403 cabriolet. On a un très bel exemplaire. Alors, on parlait de la série Colombo tout à l'heure. La sienne était beaucoup moins belle dans la série. Mais c'était voulu dans la série. Aujourd'hui, une 403 comme celle-ci, il y a une cote qui monte de plus en plus. Voilà, petit clin d'œil, cette très belle 403 Peugeot. Voilà, on se retrouve à nouveau, chers amis, avec une Panhard. Alors pour beaucoup, aujourd'hui, Panhard, ça ne parle plus à personne. Et c'était une marque très connue avant-guerre, une voiture de luxe. Et par contre, après la guerre, ils ont fait des voitures plutôt populaires. Il y a eu la Dyna X, la Dyna Z, et il y a eu ensuite cette version-là, la PL17. Et on a un très bel exemplaire ici, dans son jus. PL17, c'était la même base que la Dyna Z. Et donc c'était un petit moteur bicylindre, refroidissement à air. Pas très puissant, mais très, très nerveux. Et ça marchait bien. D'ailleurs, les victoires au Mans de ces moteurs, à l'indice d'énergie au Mans, ont eu pendant des années, ont eu beaucoup de succès aux 24 heures du Mans. Et la toute dernière Panhard sortie, on l'a juste derrière d'ailleurs, la 24. C'était la toute dernière Panhard. Il y avait 2 modèles, la 24 CT et la 24 BT. Alors la CT c'est la plus courte, c'est cet exemplaire-là qu'on a ici. Toujours le même moteur, un bicylindre dans cette voiture. Et ça sera la dernière production de la marque, parce que la marque va s'éteindre en 1967, rachetée à l'époque par Citroën. D'ailleurs, les derniers modèles ont des petites plaques Citroën. Voilà, on a un très bel exemplaire aujourd'hui de cette 24, c'est marqué dessus, 24 CT. Donc la marque existe toujours aujourd'hui, elle produit des engins militaires, mais la marque Panhard existe toujours. Voilà, on a un bel exemplaire des dernières. Revoilà à nouveau. Regardez cette Pontiac, ça vous rappelle quelque chose sans doute? La fameuse série K2000, avec la voiture qui s'appelait tout simplement Kit. Bien voilà, c'est la même base
que K2000 à l'époque. Regardez cette voiture. On va faire le tour. Et j'ai eu la chance de présenter cette voiture il y a une semaine à Pornichet, à l'hippodrome. Elle est à nouveau ici. Donc voilà, elle est très 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 belle, franchement. Elle est entièrement noire, comme vous pouvez le voir. Comme dans la série. Et vous vous rappelez que David Hasselhoff, le héros de la série, il appelait sa voiture Kit avec sa montre. Et elle arrivait tout de suite. Voilà, avec cette lumière rouge qui clignotait. Je confirme, d'ailleurs ça s'allume. Hein. Là bien sûr, c'est pas allumé. Mais quand il y a un passage piéton, le piéton qui va passer, tout de suite ça va s'allumer. Bon, elle ne parle pas, elle n'a pas tout le kit des vrais K2000, mais c'est la même base que cette voiture que vous voyez à l'époque dans les années 80. Voilà, vous avez un très bel exemplaire aujourd'hui au salon. Rebonjour, nous voici devant une Renault, alors pas n'importe quelle Renault, la Renault Juva 4. Alors, il faut savoir que ça a été la première monocoque de chez Renault à l'époque. C'est un modèle qui est sorti en 1939. Et bien sûr, la guerre est arrivée et la voiture a été arrêtée en 1941. La production a repris après la guerre en version berline et en version camionnette, comme vous pouvez le voir sur ce modèle-là. Camionnette tolée ou camionnette vitrée. Les derniers modèles sont sortis en 1961. Elle a été remplacée par la Renault 4 F4 fourgonnette. Donc on a un très bel exemplaire aujourd'hui, ici, noir. Ça me rappelle les véhicules de gendarmerie qui à l'époque s'en servaient. Il ne faut pas oublier non plus que la Poste à l'époque en a utilisé beaucoup de ces versions Juva 4. Donc une voiture mythique quelque part. Et c'est drôle parce que la version commerciale a perduré alors que la version berline, elle s'est arrêtée au début des années 50. Et la version camionnette a perduré jusqu'à l'aube des années 60. On a un très bel exemplaire ici aujourd'hui au salon Rétropassion. Il faut savoir sur ce modèle qu'avant la guerre, les freins étaient à câble et ils sont passés à l'hydraulique juste en 1940-41, juste avant que tout s'arrête. C'est que l'armée allemande est arrivée et que toute la production automobile s'est arrêtée en 1941. Voilà, on a un très beau modèle d'après-guerre dans son noir, d'origine je pense, très très beau, en version 4 places vitrée. On se retrouve à nouveau et là on est parti chez Simca. Vous avez ces fameuses Simca qui sont sorties en 1963. Il y avait les 1300 et les 1500. Et ensuite c'est passé à 1301 et 1501. Pourquoi? Parce que c'est la phase 2 avec un arrière rallongé. Ici on a un très bel exemplaire spécial dans une couleur verte magnifique. Alors faites pas attention aux petits dépôts qui se déposent. On a du sable du Sahara qui arrive et donc ça se dépose sur les voitures. Mais regardez cet intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, tableau de bord très très bien fini avec un volant typé course à l'époque. Intérieur beige, une très belle voiture, rare aujourd'hui dans cet état-là. Faut savoir que Simca à l'époque était en partie racheté par Chrysler et Chrysler va mettre la main mise sur le groupe Simca. Simca qui deviendra Talbot et qui sera racheté ensuite par Peugeot. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture, une très très belle Simca. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons sur le parking extérieur de Rétropassion aujourd'hui à Rennes. C'est un musée à ciel ouvert. Il y a des voitures un peu partout, mais il y a des très 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 belles voitures. On a ici une MG B. Alors il faut savoir que chez Triumph, MGA, MGB, MGC, on va laisser passer la Mustang pour le bruit. Donc la MGB a été produite de 1962 à 1980, si je ne me trompe pas. Et donc elle était munie d'un moteur 1800. On a ici un exemplaire de 1979, si je ne me trompe pas. Alors, en principe, à partir de 1974, nous avions les pare-chocs en plastique, mais comme la plupart des MGB à post 74, après 74, la plupart ont mis des pare-chocs chromés comme celle-ci. Donc elle n'est peut-être plus dans son état d'origine, mais c'est tellement plus beau d'avoir ces pare-chocs chromés. Une capote beige, avec un intérieur de la même couleur. Très belle voiture.
Des jantes, des répliques de mini-litres, hein, comme on faisait à l'époque. Sinon, c'était les jantes à rayons ou les jantes vulgaires en tôle, comme on avait, mais qui n'étaient pas très très belles. Mais là, c'est des jantes mini-litres, ça lui va très très bien. Et regardez, cette voiture est dans un très très bon état. La plupart des gens qui commencent en collection commencent par une MGB. Pourquoi? Parce que ce sont les voitures les plus fiables qu'on peut trouver. Je parle des roadsters ou des cabriolets anglais, ça reste les voitures les plus fiables sur le marché. Alors c'est des voitures qui ne décodent pas. Voilà, très bel exemplaire de 1960. Regardez cette voiture, une Ford Mustang. Alors bien sûr, les Ford Mustang, il y en a eu plein. D'ailleurs, cette année, on fête un anniversaire. La première Mustang, elle est sortie en 1964 pour les teenagers américains, les enfants du baby-boom à l'époque. Donc la Mustang, elle existe toujours aujourd'hui. Elle a eu plusieurs évolutions. Mais ce modèle-là, du milieu des années 70, 74, 75, c'est pas la plus recherchée des Mustangs. La plupart étaient munis d'un V6. Mais elle est célèbre grâce à une série. Drôle de Dame, que vous connaissez tous. Dans Drôle de Dame, on a cette voiture qu'on voit régulièrement. La Mustang Cobra. Même si ici on n'a pas le... Si on l'a, regardez, on l'a, le Cobra. Mustang Cobra, pardon. Et celle-ci, elle est munie d'un V8. Je vous disais V6 tout à l'heure. C'était soit le V6, soit le V8. On a la chance d'avoir cette version-là V8. Et c'est l'exemplaire qu'on voyait dans Drôle de Dame, la série culte des années 70. On a ce modèle-là aujourd'hui à Rétropassion. À nouveau, nous sommes sur le parking de Rétropassion. Nous sommes devant un modèle qu'on a tant décrié à l'époque. La fameuse Renault 14, vous vous rappelez de cette publicité à l'époque qui la faisait passer pour une poire. Pourquoi une poire? Parce que en fait de l'extérieur elle paraît petite, mais l'intérieur elle est assez grande. Et c'est vrai quand on regarde vaguement, on pourrait penser à une poire. Aujourd'hui, dans les écoles de pub, on prend toujours cette pub en démonstration de ce qu'il faut faire ou ne pas faire en matière de pub. Ne jamais comparer à une voiture à un objet qui va faire peut-être rire les téléspectateurs. Pardon. Donc cette Renault 14, ça a été la mal aimée à l'époque. Ils ont eu beau essayer de la modifier plusieurs fois. On va laisser passer la 1008 et on continue. Bon, c'est pas grave. Donc cette Renault 14, elle est dans son jus. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était une voiture assez moderne. On avait un espace intérieur assez grand, des sièges, comme on disait, pétales. Pourquoi? Parce qu'on avait des renforts sur les côtés latéraux, au niveau des reins, un appui-tête, une voiture assez bien conçue. Et en fait, c'était un arrangement avec Renault et Peugeot. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans cette voiture le moteur de la Peugeot 104. Le fameux moteur feignant, parce qu'il est couché à plat. Voilà. Elle disposait aussi de pare-chocs en plastique, à l'avant, à l'arrière, comme la fameuse Renault 5. À l'époque, c'était assez rare. Voilà, c'est une voiture qui a été mal aimée à cause de cette pub de la poire, mais c'était une voiture très agréable à conduire. Et aujourd'hui, la cote est très basse pour ces voitures. Donc une voiture à redécouvrir. Et nous avons, regardé, on est toujours à Rétropassion, à côté de Rennes, une Renault Caravelle. Les Renault Caravelle, c'était, on va dire, le coupé cabriolet de la Dauphine. C'est la même base que la Dauphine. Et à l'époque, Renault voulait un cabriolet pour exporter aux USA. Déjà la Dauphine avait déjà été exportée aux USA et on voulait quelque chose de plus, on va dire, sensuel pour les femmes américaines. Donc on a produit ce cabriolet, d'abord appelé Floride, justement en honneur aux Américains, et qui va après s'appeler Caravelle. Mais on est toujours sur la même base. D'abord avec un moteur de Dauphine et ensuite avec un moteur de Renault 8. Là on a un très bel exemplaire, sans doute l'un des derniers, reconnaissable à ses feux carrés, un rond sur les premiers modèles, et reconnaissable aussi au compteur rond au tableau de bord. Donc on est sur la dernière version S. Le S qu'on devrait retrouver à l'arrière, qu'on n'a pas. Donc pour un double carbu, c'était les versions les plus performantes à l'époque. Alors chez Renault à l'époque, il y avait la version cabriolet convertible et il y avait la version coupée. En fait, c'est la même voiture, sauf que le hardtop, il est boulonné au lieu d'être démontable.
Et chose assez surprenante, c'est la première fois que j'en vois, un toit ouvrant sur un hardtop. Ça, j'avais jamais vu, même si cette version est boulonnée, hein, mais toujours modifiable. C'est assez étonnant, je ne connaissais pas la version toit ouvrant sur une Caravelle avec un hardtop. Bon, je le découvre aujourd'hui. Donc ça, ce sont les derniers modèles de Caravelle S, produite jusqu'en 1967. Un autre modèle Renault, alors vous connaissez tous la Super 5, elle a été produite en masse. Par contre, il y a des carrossiers qui se sont penchés sur cette voiture, et notamment à Redon. Vous savez que Redon, c'est pas très loin d'ici. Peut-être certains se rappellent de la fameuse JP4 sur base de Renault 4, hein, une sorte de buggy sur base de Renault 4, et se sont attelés aussi à modifier la Super 5. Regardez cette version à la partie arrière avec une capote. Alors c'est pas vraiment un cabriolet, mais la partie arrière est découvrable. Elle était appelée Belle-Île. Voilà, Belle-Île, la Renault Super 5 à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc c'est une version aujourd'hui assez rare, qui n'a pas dû être beaucoup produite à l'époque. Donc on a un exemplaire ici, à Rétropassion à Rennes. On a aussi ici à Rétropassion de nombreuses marques américaines, et bien sûr la Corvette, qui reste la voiture de sport par définition américaine. On a ici une C3, c'est que la C3 elle est sortie en 1968 jusqu'en 1984. Elle a eu une carrière assez longue. On a un très bel exemplaire avec un moteur 427, un des plus puissants à l'époque. On avait des versions découvrables, cabriolet. Ici on a une version découvrable, c'est-à-dire qu'on a deux demi-toits qui peuvent s'enlever séparément. On peut en enlever un, on en enlever deux. Si madame ne veut pas, on laisse madame avec son toit et monsieur sans toit. Donc voilà, un très bel exemplaire, ici rouge vif. Il faut savoir que la Corvette à l'époque, la première Corvette, elle est sortie en 1953. C'était la première voiture de série au monde à avoir une carrosserie en polyester. Et toutes les Corvettes, même encore aujourd'hui, sont toujours en polyester. Ça, il fallait le savoir. Donc en 1953, Chevrolet sort la première voiture en polyester en grande série. Nous sommes toujours ici à Rétropassion à Rennes pour un modèle qui est assez méconnu. La plupart des gens, je pense, qui passent ici ne connaissent pas ce modèle. C'est une Puma. D'ailleurs, regardez bien le logo, c'est un Puma. Voilà. C'est une voiture brésilienne, en fait, sur un soubassement de cox. C'est un soubassement de coccinelle, il faut le savoir. Donc le moteur est bien à l'arrière, comme une coccinelle. Aujourd'hui, beaucoup importent de ces voitures au Brésil. Elle a eu un très très beau succès au Brésil. Mais ici, dans nos contrées, bien sûr, elle n'était pas importée à l'époque. Donc une Puma GT, comme c'est marqué, moteur 1600, donc on est toujours sur le bloc de la coccinelle Volkswagen, le fameux moteur à plat qu'on retrouve sur la plupart des combis et des coccinelles. L'intérieur est un peu spartial, le look est plutôt sympa, on va dire, allez, en réfléchissant bien, une dyno un peu déformée, un Dino Ferrari de loin, ça peut prêter à confusion. Mais bien, on a bien affaire à une Puma brésilienne sur base de cox. Une voiture assez rare, mais qu'on voit de plus en plus maintenant grâce au jeu des arts. Toujours ici au Parc Expo à Rennes, à Saint-Jacques, avec cette Porsche, une très ancienne 911, une des premières. Pourquoi une des premières? Regardez l'empattement, c'est un empattement court, reconnaissable ici. L'empattement long, ici, vous avez 5 cm de plus, c'est très visuel. Donc ici, on a un modèle avant 67, avec le fameux 2 litres. Ah, ben non, je me suis trompé, c'est une 912. 911, même carrosserie. Par contre, le moteur, au lieu d'avoir un 6 cylindres, on a un 4 cylindres. Le même bloc qu'on trouve d'ailleurs sur les 356. 4 cylindres et 912. Par contre, elle est bien avant 67 au niveau de l'empattement. Regardez cette couleur. À l'époque, on savait faire des couleurs qui étaient voyantes. Donc, même carrosserie que la 911, par contre, le moteur, au lieu d'être un 6 cylindres, on est sur un 4 cylindres. Une voiture assez rare aujourd'hui, dont la cote ne cesse de monter. Vous savez qu'à l'époque, les 911, justement les premières à empattement court, étaient très dangereuses à conduire à cause du porte-à-faux arrière. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait chez Porsche? Les butoirs que vous voyez ici, on les avait lestés de plomb
pour essayer d'équilibrer la voiture. Et c'est pour ça que regardez derrière, ils sont fermés parce que à l'intérieur il y a du plomb pour essayer d'amener un peu plus de poids à l'avant afin que la voiture ne se balade pas sur son train arrière. Ça, c'est les voitures avant 67 qui sont équipées comme ça. Voilà, on a un très beau spécimen ici, donc pas de Porsche 911, mais de Porsche 911. On continue notre périple sur ce musée à ciel ouvert. Et regardez, on est tombé sur une CX, mais alors, waouh, elle est en super état. Et c'est pas n'importe quelle CX, c'est une version Turbo 2 Prestige. C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque. Je vous rappelle que cette année, on fête les 50 ans de la sortie de la CX. Elle est sortie en 1974. Donc ce sont les 50 ans de la CX. Regardez cet intérieur. Regardez. Cuir, beige. Regardez l'espace à l'arrière avec des petits repose-pieds. Vous vous rappelez que Jacques Chirac à l'époque, il avait la même. Et regardez la longueur de la voiture. Les versions Prestige sont plus longues que les versions normales au niveau des portes arrière. Les portes arrière sont beaucoup plus longues, ce qui donne beaucoup d'espace pour les passagers à l'arrière. Et le toit aussi est surélevé. Regardez, il est surélevé par rapport à une version normale qui arrive au niveau de la gouttière. Là, vraiment, on a un modèle extrêmement rare qu'on ne voit plus beaucoup dans cet état, avec des jantes alliage. La Turbo 2, à l'époque, c'était 220 km/h sur circuit, bien sûr. Un modèle qui est assez rare et dont les éléments mécaniques proviennent d'une Renault 5. Et oui, une Renault 5, on dirait pas. Donc c'est la marque Senka, le modèle Arpège. Donc c'est un modèle néo-rétro, on va dire, qui reprend les lignes des voitures d'avant-guerre, stylisées bien sûr, et avec que des éléments Renault, et dont la plupart proviennent d'une Renault 5. Il n'y en a pas eu beaucoup de diffusés. On a un très long capot. Par contre, je vous rassure, le moteur à l'intérieur, il est tout petit. Donc c'est une voiture comme les Renault 5 de l'époque, c'est un 1300 qui fait 6 chevaux, 64 chevaux dyno. Et donc il y a eu 150 exemplaires de ce modèle, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est une voiture assez rare aujourd'hui. On a un exemplaire qui est dans son jus aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce modèle assez rare, ici au salon. Alors cette voiture, vous la connaissez tous, du moins dans les années 70, on en voyait partout. Alors, en fait, la Renault 6, c'est la version luxueuse de la Renault 4. C'est le même châssis, c'est le même moteur, c'est un peu plus luxueux. Alors quand on dit luxe à l'époque, c'est un peu plus luxueux que la Renault 4. Aujourd'hui, la Renault 4, elle a une pompe comme ça. La Renault 6, qui a la même base pourtant, reste encore en dedans des cotations de la Renault 4. La voiture est beaucoup mieux finie au niveau de l'intérieur. On a un vrai tableau de bord. Rappelez-vous des Renault 4 qui avaient un tableau de bord assez simple. On a bien sûr, comme la Renault 4, un haillon. Et on a un style qui se rapproche à l'époque de la Renault 16. Juste le style. Ça n'a rien à voir avec une Renault 16. On est sur un soubassement de Renault 4, comme je disais. Le monsieur l'a appelé Poupette. Bon, c'est sympa. On a le petit chien qui bouge la tête, là, comme à l'époque. On a même la miniature qui va bien avec. Et on s'aperçoit que le monsieur ou la madame a participé à la 10e traversée de Rennes. C'est sympa, lui. Donc une voiture aujourd'hui assez qu'on ne voit plus. Et c'est bien dommage. On a affaire ici à une série 1 avec les phares ronds. À partir des milieux des années 70, les phares deviendront carrés. Donc les premières versions comme ça, avec les phares ronds, sont aujourd'hui pratiquement introuvables. On a un exemplaire aujourd'hui ici, dans son jus. Nous sommes ici encore aux étangs, j'allais dire aux étangs d'Épinay. On n'est pas aux étangs d'Épinay, on est toujours au salon Rétropassion, devant deux modèles de Fiat très intéressantes. Ici, vous avez un coupé Fiat Dino. Et le Dino, pourquoi le Dino? Parce que le moteur s'appelait Dino, en hommage au fils d'Enzo Ferrari, qui avait conçu ce moteur et qui est décédé d'une longue maladie, on va dire. Donc ce moteur V6 Dino, on le retrouvait sur les coupés Fiat, on le retrouvait sur la version cabriolet et on le retrouvait aussi sur les Ferrari Dino. Vous connaissez tous les versions Ferrari Dino, amicalement vôtres, ça vous rappelle quelque chose. Il est également monté sur les Lancia Stratos qui couraient à l'époque en rallye. Stratos qui ont gagné de multiples rallyes et de championnats du monde de rallye. Donc voilà ce Dino, moteur Dino,
il était monté sur ces différentes versions de Fiat, de Ferrari et de Lancia Stratos. On a un très beau spécimen aujourd'hui. C'était une voiture à l'époque qui était assez mal aimée, mais maintenant qu'on retrouve sur les petites annonces et qui a une cote qui ne cesse de monter de plus en plus. À côté, on a une Fiat, alors encore plus rare, si j'ose dire. C'est une Fiat 125, si je me rappelle bien, création Vignale. Voilà. Fiat 125 création Vignale, c'est-à-dire que c'est une carrosserie spéciale. Chez Fiat à l'époque, il y avait beaucoup de carrosseries spéciales faites par des différents carrossiers italiens notamment. Et là, on a un modèle dans son jus qui est assez rare. Remarquez ces phares qui sont assez originaux, avec les phares bien sûr qui se relèvent quand on éclaire. Toujours ici au salon Rétropassion à Rennes, on est devant une voiture assez mythique. Alors vous connaissez tous la Renault 5 et pourtant cette voiture elle n'a pas beaucoup de choses de la vraie Renault 5 que vous avez tous pu connaître dans les années 70. Ici on est sur la fameuse Renault 5 Turbo, première du nom, parce qu'ensuite il y aura la Turbo 2 qui viendra ensuite. La plus intéressante c'est la première version, pourquoi? Regardez cet intérieur futuriste. Même si elle a perdu son volant d'origine, le volant d'origine est beaucoup plus futuriste que ça. Pourquoi? Parce qu'il a deux bras en L. Et la plupart l'ont viré pour mettre un volant de Renault 5 Alpine comme ici. Regardez les sièges, regardez le tableau de bord. À l'époque, c'était très futuriste. La voiture a été présentée en 1978. Le moteur n'est plus à l'avant, bien sûr. Il a immigré à l'arrière. C'est-à-dire que le moteur est en position centrale arrière. Donc, deux places. À l'avant, on n'a plus rien du tout. La voiture a été conçue à l'époque par les rallyes. Et Ragnotti, vous connaissez tous le célèbre pilote français Ragnotti, a gagné le rallye de Monte-Carlo en 1980 avec cette voiture. Les plus recherchées, ce sont les premières versions. La Turbo 2, après, reprendra l'intérieur des Alpines, beaucoup plus simple. Et donc aujourd'hui, elle est devenue Turbo 1, par définition, même si elle s'appelait à l'époque Turbo. Là, la voiture a dû être restaurée parce que normalement, on devrait avoir sur les portes ici Turbo écrit en toutes lettres, comme il y a d'ailleurs à l'arrière Turbo. Alors ne pas confondre la Turbo 1, la Turbo 2. Même si ici c'est marqué Turbo 2, on a bien affaire ici à la première version. À l'époque, il n'y avait pas 50 couleurs, il y avait le rouge, le bleu, j'ai oublié le troisième. Il n'y avait que 3 couleurs, on n'avait pas le choix des couleurs. Alors même si ça ressemble à une Renault 5, ça n'a rien à voir avec une Renault 5 de série. On a la chance d'avoir cet exemplaire là aujourd'hui et vous n'en verrez pas tous les jours. Il y a beaucoup de répliques de ces